Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Économie, finances et affaires, voilà qui occupe le centre des discussions ici à Washington, où les travaux du sommet États-Unis-Afrique se poursuivent ce mercredi avec en prime une adresse du président Joe Biden aux dirigeants africains. À propos de ce sommet États-Unis-Afrique, nous suivrons dans ce journal les réactions des présidents des Comores et du Niger. Azali Assoumani et Mohamed Bazoum se sont confiés à nos équipes. Autant de choses que nous aurons à dire. L'Afrique et le monde arabe retiennent leur souffle. Déjà entré dans l'histoire, le Maroc cherche une place en finale de Coupe du Monde. Le vainqueur de la rencontre Maroc-France qui se joue en ce moment affrontera l'Argentine qui a arraché hier son ticket pour la finale. On en parle tout à l'heure. Le sommet États-Unis-Afrique qui a débuté mardi dans la capitale américaine se poursuit avec un ordre du jour chargé. Le point culminant de cette deuxième journée, c'est l'adresse du président Joe Biden. En attendant de voir l'agenda du jour, revenons un peu sur les sujets abordés hier qui allaient de l'adaptation au climat, de la transition énergétique à la paix, la sécurité et la gouvernance. Un forum spécial a mis en lumière la jeunesse africaine et le rôle de la diaspora. C'est un reportage de Mariama Diallo, un récit de Ginny Niwa. Les quelques 50 dirigeants invités par le président Joe Biden, allant des présidents au Premier ministre, en passant par les ministres des Affaires étrangères et le chef de l'Union africaine, sont arrivés plus tôt cette semaine. La vice-présidente américaine Kamala Harris a ouvert le sommet en participant au Forum des jeunes dirigeants africains et de la diaspora. I strongly believe that the creativity and ingenuity of Africa's young leaders will help us shape. Je crois fermement que la créativité et l'ingéniosité des jeunes leaders africains nous aideront à façonner l'avenir du monde et que leurs idées, vos idées, innovations et initiatives profitent au monde entier. L'administration Biden-Harris entend être là à vos côtés, ces jeunes leaders sachant que c'est l'étincelle et la détermination des jeunes qui nous animeront et nous feront avancer. That will drive and move us forward. La vice-présidente a annoncé que l'administration investirait 100 millions de dollars supplémentaires pour étendre l'initiative des jeunes leaders africains et que l'Export-Import Bank des États-Unis concluait de nouveaux protocoles d'accord qui ouvriront la voie à 1 milliard de dollars de nouveaux financements commerciaux en Afrique. Plus tard, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été rejoint par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et Samantha Power de l'Agence américaine pour le développement international dans l'un des forums pour discuter de la paix, de la gouvernance et de la sécurité avec les présidents du Niger, du Mozambique et de la Somalie et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. There's no one model of good governance. Il n'y a pas de modèle unique pour construire des institutions solides. Je pense que nous devons être informés les uns des autres. Nous devons être informés par les conditions locales, les besoins locaux. Et du point de vue des États-Unis, il ne s'agit pas de dire à nos amis et partenaires qu'il faut choisir. Il s'agit d'offrir un véritable choix, d'offrir un véritable partenariat et, espérons-le, de construire ensemble une course vers le haut et non une course vers le bas. Offering a genuine partnership and hopefully together building a race to the top, not a race to the bottom. Mahamat a déclaré que les États-Unis apportaient un soutien à des pays comme le Niger, le Mozambique, la Somalie et le Tchad, mais il a également noté que les armées africaines sont encore sous-équipées. Personne n'écoute les cris de l'Afrique face à l'extension de ce fléau.
La deuxième journée du sommet ce mercredi porte sur les affaires, la promotion de partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement, ce qui va renforcer le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale et stimuler les progrès dans des secteurs clés. Allons tout de suite du côté du centre des conventions de Washington, D.C., où se trouve Abdourahmane Dia, qui couvre cet événement pour nous. Abdourahmane Dia, bonsoir. Bonsoir, John. Le deuxième jour du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique est consacré essentiellement aux investissements et aux affaires. Que peut-on retenir de cette journée? Effectivement, vous avez raison, John. Il a été beaucoup question aujourd'hui d'investissement aussi bien privé que public. Vous savez, dans la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique, le secteur privé est extrêmement important. Donc, ils ont mis en place aujourd'hui ce qu'ils appellent le Deal Room, où des accords étaient annoncés au fur et à mesure, et plusieurs compagnies comme Cisco, spécialisées dans les technologies et la sécurité de l'information, ainsi que la firme pharmaceutique Pfizer ont annoncé des accords avec différents pays africains. Donc ça a été un des points forts de cette journée. Un autre panel était consacré à cette initiative qu'on appelle Prosper Africa, mise en place par l'administration Biden-Harris, donc dans le but d'accroître les investissements sur le continent. On a annoncé plusieurs milliards de dollars au cours des années à venir sous le signe donc de ce programme Prosper Africa, et l'USAID et 17 autres agences seront vraiment au cœur de ces investissements dans plusieurs domaines, le climat, le digital qui est très important. On pense que l'économie digitale est l'avenir un peu dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Donc vous voyez un peu, John, la diplomatie économique est à l'œuvre ici au Convention Center. Oui, Abdou, l'un des grands moments attendus de cette journée, c'était aussi le discours du président Joe Biden qui s'est donc exprimé. Qu'est-ce qu'il a dit aux participants? Oui, il vient juste de terminer son discours et le président a été très applaudi par les participants. Il a annoncé plusieurs initiatives, toujours allant dans le sens des investissements américains sur le continent. Il a annoncé plus de 2 milliards de dollars supplémentaires en faveur du MCC, ce programme d'aide, d'assistance, de construction, d'infrastructures pour les pays africains. Donc 2 milliards de plus. D'autres initiatives pour le climat ont également été annoncées, des programmes bilatéraux qui vont toucher donc des pays comme le Niger et le Bénin. Et la prime à la bonne gouvernance, on l'a senti aussi. Donc c'est des pays qui seront éligibles sur la base de la bonne gouvernance. Donc il est clair que pour les années à venir, sur la base des annonces qui ont été faites, l'administration Biden prévoit d'injecter plusieurs milliards de dollars sur le continent. Oui, Abdourahmane Dia, il est vrai que... Oui, pardonnez-moi de vous couper. Vous parliez du président nigérien Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Absolument, il est l'un des grands présents de ce sommet et justement il a rendu visite à la Voix de l'Amérique. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets qui sont abordés ici au sommet. Je vous propose un extrait de cet entretien qu'il a accordé à notre collègue Idriss Fall. Le Niger attend de ce sommet que les États-Unis écoutent la voix de l'Afrique, qu'ils prennent plus amplement connaissance des problèmes auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous espérons leur écoute et leur engagement en vue de retrouver des solutions. Nous avons la question sécuritaire au Sahel, sur laquelle nous proposons de sensibiliser les autorités américaines. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre et avec lesquels j'ai eu des échanges très utiles pour l'avenir. Par exemple, nous sommes confrontés au phénomène du changement climatique avec tous ses effets désastreux sur nos économies, sur nos modes de vie,
Et au demeurant, je me suis appliqué à expliquer à mes interlocuteurs que la violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral. Nous assistons à une raréfaction des ressources naturelles et une grande compétition sur ces ressources-là. Là également, les États-Unis doivent pouvoir nous entendre pour notamment nous soutenir dans nos revendications à l'occasion des débats sur le changement climatique. Non, il n'y a pas eu de promesses. Tous les entretiens que j'ai eus ne sont pas de nature à donner lieu à des promesses. Ils sont plutôt dans une phase d'écoute. Je ne sais pas si par la suite ils vont faire des annonces. Vous sortez de la COP27 et vous aviez plaidé aussi la même cause. Oui, tout à fait. Voilà, donc nous réitérons ce que nous avons dit à la COP27. Nous disons au gouvernement américain que nous avons besoin de projets d'infrastructures importantes, surtout dans le domaine du chemin de fer, des routes. Et donc, ce sera autant de choses que nous aurons à dire, nous. Voilà, c'était le président du Niger, Mohamed Bazoum. Un autre président qui a accordé un entretien à la VOA, le président des Comores, Azali Assoumani, qui a rejeté les accusations de violation des droits humains. Au micro de Marius Munga, il s'exprime aussi sur l'arrestation de l'ancien président. On suit un extrait. Ce sommet, il est arrivé à point nommé, puisqu'effectivement, les États-Unis, c'est une puissance, la première puissance du monde. Effectivement, le fait de collaborer, de travailler avec cette puissance-là, je pense que c'est pour l'intérêt de tous les pays, bien sûr, en Afrique. Donc, nous, c'est quand même venu à point nommé, ce sommet. Donc, je pense qu'on va pouvoir capitaliser et puis tirer toutes les leçons qui seront au profit de nos pays. On parle de l'arrestation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui a été condamné à la prison à perpétuité de 4 ans et des détentions préventives. Ses avocats, par contre, dénoncent une parodie de justice. C'est normal, les avocats. Mais est-ce que c'est le seul président du monde qui a été mis en prison, qui a été jugé? Combien de présidents sont jugés? Pourquoi on est en train de stigmatiser ce côté comorien, alors qu'on voit dans les grands pays, que vous le connaissez comme moi, des chefs d'État ont été condamnés. Mais écoute, personne n'est au-dessus de la loi. Effectivement, il y a des lois comoriennes. Malheureusement, l'ancien président ne les a pas respectées. C'est à nous de tirer les leçons pour que ça serve de leçon pour ceux qui viennent. On ne peut pas dire que c'est un président faire. Non. Un président n'est pas président, il doit respecter la loi. Donc le problème de Ahmed Abdallah Sambi, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. C'est quelqu'un qui a fait des actes ignobles, qui a été rapproché par la justice. Effectivement, on a tenu un procès. Mais les avocats n'ont pas voulu participer. C'est leur problème. Maintenant, c'est ce qu'ils disent, c'est leur problème. Mais pourtant, selon mes informations, il est accusé dans l'affaire des passeports. Ces passeports continuent à être vendus aujourd'hui dans votre pays. Non, surtout pas. Ça, j'ai arrêté. On ne vend pas les passeports. Le problème des passeports, les gens sont en train de voir l'argent. Ce n'est pas l'argent. Comment aujourd'hui, il y a une loi? Tous les pays du monde, chaque pays a un règlement pour donner la nationalité. Ce n'est pas de l'argent. On respecte. Il était chef de l'État. Pourquoi il n'a pas changé la loi pour la mettre à la façon qu'il veut? Mais il y a une loi qui dit qu'on fait ça. Il prend le passeport du Vabranja. Pour nous, c'est vendre le pays. Voilà, il faut dire que tous ces entretiens avec les chefs d'État, vous pouvez les retrouver sur notre site voafrique.com. Je termine simplement, John, par signaler quand même l'autre aspect de ce sommet. Il y a eu des manifestants ce matin devant la Maison-Blanche pour dénoncer l'invitation de certains chefs d'État africains donc qui sont considérés par ces manifestants comme étant des dirigeants qui en fait commettent des abus dans leurs pays respectifs, mais également violent un peu les droits humains. Donc c'est peut-être un autre aspect de ce sommet, John. Je vous rends l'antenne. Abdourahmane Dia, merci d'avoir été avec nous. Nous vous retrouverons bien sûr demain, toujours dans le cadre de notre couverture de ce sommet États-Unis-Afrique.
Un sommet où la jeunesse africaine a également son mot à dire dans le cadre donc des relations États-Unis-Afrique. Nous poursuivons ce soir notre série avec les avis recueillis auprès des jeunes de la Somalie, du Sénégal et du Mozambique. On écoute. Mon message aux États-Unis et au président Joe Biden est de maintenir la paix et la réconciliation dans le monde, car sans paix, il n'y a pas de vie. Et quand vous maintenez la paix ou répandez la paix, vous êtes une superpuissance. La paix ne vient pas du jour au lendemain, comme nous le savons. Il faut travailler pour bâtir la paix et l'entretenir. Je conseillerais donc au président Joe Biden de répandre la paix et l'harmonie dans le monde afin que nous puissions tous vivre dans un monde pacifique, sans guerre, afin que tout le monde puisse vivre ensemble. Le message que j'ai pour le président Joe Biden et les États-Unis d'Amérique est que nous aimerions avoir plus de programmes d'échange. Je veux aussi dire que nous devons saluer ce qui existe déjà ici, c'est-à-dire le travail que les États-Unis d'Amérique ont fait en Afrique jusqu'à présent et qui a été vraiment bénéfique. Il faut donc saluer cela et on aimerait avoir plus de programmes comme ça. Merci. Je veux laisser un message spécial au président Biden. Monsieur le Président, continuez à croire en la jeunesse. Je connais le pouvoir de la jeunesse au Mozambique et je connais le pouvoir de la jeunesse aux États-Unis d'Amérique. Je crois que ces deux nations ont beaucoup en commun, beaucoup de synergie. Continuez à croire en l'avenir, continuez à croire en l'investissement dans la jeunesse et les jeunes. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le cadre de ce sommet. Autre sujet d'actualité ce soir, au Sénégal, les deux députés de l'opposition qui ont agressé physiquement une parlementaire du camp au pouvoir ont été placés en garde à vue hier pour coups et blessures volontaires et menaces de mort. Massala Assam a giflé l'élu Amin Diaye et Mamadou Niang lui a donné un coup de pied au ventre au Parlement le 1er décembre dernier en l'accusant d'avoir tenu des propos qualifiés d'irrespectueux contre leur chef religieux et dirigeants de leur parti. La parlementaire Ndiaye était alors enceinte et a dû être admise à l'hôpital selon les députés du parti au pouvoir. La comparution devant la justice belge de l'eurodéputée grec Eva Kaili écrouée dans le cadre d'un retentissant scandale de corruption présumé impliquant le Qatar a été reportée au 22 décembre, a indiqué son avocat. L'élu déchu de son poste de vice-présidente du Parlement européen restera en détention jusque-là. Les 3 autres personnes écrouées depuis dimanche dans cette affaire ont comparu mercredi devant la Chambre du Conseil de Bruxelles qui doit décider si elles restent en détention ou pas selon la même source. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africains et américains pour passer au crible les relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années Trump. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Au Niger, la menace terroriste a porté un coup à l'activité touristique. En 2020, 6 Français avaient trouvé la mort à quelques kilomètres de Niamey. Mais dans le désert saharien du Nord, un festival se veut la vitrine touristique d'un secteur en chute libre depuis 15 ans. Les détails avec Thierry Kaoré.
Sur ce vaste désert nigérien, la danse de chameaux et les chants des femmes résonnent de nouveau à l'occasion du festival Eferouane de Chireye. Marqué par des prestations d'artistes locaux et étrangers, les organisateurs veulent ainsi redonner vie au secteur du tourisme dans cette partie du pays, mais les courses aux chameaux sont tout de même escortées par un convoi militaire. Avec l'ambassade de France qui dit que là, pratiquement la région d'Agadez est une zone rouge, certainement les touristes ne sont pas confiants. Ils ne sont pas confiants, c'est pourquoi nous avons mis tous ces dispositifs-là pour les rassurer. Voilà ce qui a fait que vous allez comprendre qu'effectivement il y a un dispositif militaire. Un convoi militaire pas tout à fait rassurant selon les professionnels du secteur du tourisme. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour le Niger, avec un peu un paradoxe que si c'est vraiment sûr, les touristes ils nous demandent pourquoi on doit avoir l'escorte militaire. Donc moi je pense que la clé pour reprendre le tourisme comme il faut, et dans le Niger il en a été un des berceaux, il faut pouvoir circuler comme on a toujours fait. Malgré ces inquiétudes, les artistes présents ont tenu le public en haleine jusqu'à tard dans la nuit. Certains sont même fiers de revenir sur leur terre natale. C'est comme si nous sommes à la maison. Et ces endroits-là où nous sommes nés, ces endroits-là où nous sommes grandis. Et quand nous sommes là, ça nous rappelle de là où on vient, ça nous rappelle combien de fois la langue qu'on parle est très importante. Le Niger est frappé, tout comme le Burkina Faso et le Mali, par des attaques terroristes depuis quelques années, ce qui affecte plusieurs secteurs dont le tourisme. Avec ce festival, les autorités espèrent amener les voyageurs dans cette partie du pays, l'une des principales attractions touristiques. Je ne sais pas s'il aime le tourisme. Ce qui est sûr, le sport, c'est sa chose. Yacouba nous a rejoint sur ce plateau. La finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022 se dessine petit à petit. Bonsoir John, bonsoir à tous. Effectivement, tout à fait, ce sera donc Argentine-France ou Argentine-Maroc. Marocains et Français s'affrontent présentement dans la deuxième et dernière demi-finale en cours. C'est la mi-temps et le score est de 1-0 pour la France. But matinal inscrit par Théo Hernandez à la 5e minute. Déjà entré dans l'histoire en devenant la première nation africaine et arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc d'Achraf Hakimi va aller jusqu'au bout, faute son entraîneur Walid Regragui. En face, la France de Kylian Mbappé court après un troisième trophée en Coupe du Monde, le deuxième d'affilée. Les Bleus sont soutenus par leur président Emmanuel Macron, présent au stade. Hier, pour la première demi-finale, il n'y avait de la place que pour un seul ballon d'or en finale. Et c'est le plus grand, celui qui l'a gagné 7 fois, qui a pris le bien. L'Argentine de Lionel Messi a balayé la Croatie de Luka Modric 3-0. L'Argentine attend donc désormais de pied ferme la France ou le Maroc pour une finale inédite dimanche au stade de Lusail à Doha, de la capitale qatarienne à Buenos Aires, en Argentine. Les millions de fans de l'Albi Céleste ont explosé de joie. Michel Joseph raconte. Drapeau en main, perché sur des toits ou grimper le plus haut possible, décidément, tous les moyens étaient bons pour les supporters argentins pour leur joie après la qualification de leur équipe nationale pour la finale du Mondial 2022. La place de la République à Buenos Aires a refusé du monde.
Je suis excité parce qu'il n'y a pas mieux que jouer une finale. On ne peut pas espérer mieux. En tant qu'Argentin, c'est une émotion et un sentiment incroyable. En toute honnêteté, cela fait longtemps que nous attendions que cela se reproduise. Nous avons pleuré les finales que nous avons perdues pendant des années. Mais nous voici à nouveau à une nouvelle finale. Je suis heureux et excité. L'Albiceleste s'est qualifié pour sa 6e finale de Coupe du Monde avec une prestation XXL de sa Pulga. Lionel Messi, auteur d'un but et d'une passe décisive. À la sortie du stade de Lusail à Doha, les supporters argentins ne tarissent pas d'éloges pour celui qui porte jusqu'ici leur équipe nationale. Messi, aujourd'hui, ses actions étaient spectaculaires. Nous en profitons, nous sommes très heureux, nous le méritons, Messi le mérite. Il nous a régalé, c'est toujours notre préféré, peu importe la qualité, nous le célébrons jusqu'à la mort. C'est impressionnant, incroyable de voir Messi jouer comme ça, sachant qu'il était blessé parce qu'on a vu qu'à un moment du match, il s'est touché la jambe. On avait un peu peur, mais l'équipe a joué, toute l'équipe a donné son maximum et nous sortons du stade heureux. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Dimanche, dans ce même stade de Lusail où les Argentins ont vraiment pris leur habitude, la Pulga reviendra chercher le seul trophée qui manque à sa carrière de géant du jeu. Il s'agira de la 6e finale mondiale de l'Albiceleste qui en a perdu 3, dont une avec Maradona en 1990 et une avec Messi en 2014 et en a gagné 2, une avec Maradona en 1986 mais aucune avec Lionel Messi. Sacré football, la Croatie a vraiment proposé un trop peu pour retourner en finale après son exploit de 2018 et son merveilleux milieu de terrain Luka Modric a sans doute parfois trop bien dissimulé une production offensive famélique. Le président de la Croatie, Zoran Milanovic, a assisté à la défaite de son équipe nationale lors d'une visite officielle au Chili, entouré de Chiliens croates. Nous vous proposons sa réaction et celle de supporters croates. Regardez. L'Argentine nous a infligé ce premier but sur un pénalty inventé. C'est aussi un problème. Je ne veux pas croire que quelqu'un ait des sympathies particulières pour l'Argentine à cette Coupe du Monde, mais on leur a inventé 2, voire 3 pénaltys. On verra contre qui nous allons jouer pour la 3e place. Mais si la France passe en finale, l'Argentine va encaisser 5 buts. C'est mon pronostic. Ils vont le trouer, 100%. Peut-être que je me trompe parce qu'ils méritent ça. Un résultat assez juste. Nous avons eu les 20 premières minutes et ils ont capitalisé et c'est tout. Messi a probablement fait la différence. Vraiment mal. Ce n'est pas notre équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils avaient très peur. Ils avaient peur de Messi. C'est évident. Et Messi était en mode animal. On ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait rien faire. Voilà, le foot qui fait toujours des heureux et des déçus. John, on va refermer cette rubrique et on se retrouve demain, sans doute, avec les 2 noms du pays qualifiés, bien sûr, pour cette finale Qatar 2022. J'ai pas envie de dire merci beaucoup, comme certains. En tout cas, merci Yacouba. Et avant de refermer ce journal, que diriez-vous d'un bain glacial? Eh bien, les nageurs de Hyde Park ont bravé lundi à Londres des conditions glaciales pour nager. C'est ce qu'on a pu constater aux serpentines Lido, dans le centre de Londres. Alors que la neige recouvrait certaines parties du pays, des nageurs se sont jetés à l'eau. À retenir qu'une vague de froid frappe en ce moment la Grande-Bretagne. Les opérations dans de nombreuses parties du réseau de métro de la ville ont été suspendues ou retardées, tandis que les autoroutes ont été bloquées par la neige. Les aéroports londoniens ont prévenu que ces conditions pourraient perturber les horaires de vol. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.